Donc moi, c'est Anaïs, je travaille chez Tuvalu, j'ai 31 ans, j'ai une petite fille de 5 ans pour les petites infos perso, je suis développeuse back-end et depuis cette année, j'ai également rejoint la FUP au niveau du bureau et moi, je m'occupe plus particulièrement du forum PHP qui a lieu en octobre et du pôle conférence. Donc, si vous avez envie de proposer vos sujets, le CFP ouvrira au printemps, donc proposez vos sujets pour le forum PHP, allez-y de bon cœur. Alors, hop, wouh. Alors, du coup, Tuvalu, c'est quoi? C'est une équipe de 25 personnes. On est éditeur de logiciels. On édite une solution portée sur des bilans carbone, stratégie bas carbone et RSE. Et une des particularités chez Tuvalu, c'est notre mode de fonctionnement. Donc, c'est une organisation sans chef. On n'a pas de manager, on n'a pas de responsable, on n'a pas de chef d'humain. Ça n'existe pas. Et je vous le dis tout de suite, ça fonctionne, une entreprise sans chef. Quand j'arrive chez Tuvalu, il y a 2 ans, on me parle d'holacratie. Je ne sais pas du tout si vous êtes familier de l'holacratie. Moi, il y a 2 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et ce soir, le sujet va porter notamment sur l'holacratie. Et dans l'holacratie, on me parle de cercles, de rôles à l'intérieur de cercles, qu'il va falloir énergiser ces rôles. Ils vont avoir des redevabilités, des domaines. Il n'y a pas de chef dans cette boîte. Il y a des facilitateurs et des facilitatrices, des leaders, des porte-paroles, des secrétaires. Et ça, on me sort ça dès l'entretien d'embauche. Je comprends pas vraiment ce que c'est. Je fais quelques recherches sur Google. Je trouve pas grand-chose quand même sur l'holacratie. Mais je me dis pourquoi pas, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même essayé de vous faire un petit lexique de ce que ça pouvait représenter. Donc un cercle, on va plutôt l'assimiler à un service. Habituellement, dans une entreprise, on a un service marketing, un service commercial, un service RH, compta, le service dev. Donc imaginez qu'un cercle, moi je fais partie du cercle dev. C'est évident, je suis dev, donc ça va, c'est assez logique. Les rôles, c'est les intitulés de poste. Donc mon intitulé exact, c'est chargé des développements informatiques. Et tous mes collègues dev auront exactement le même intitulé de poste, chargé des développements informatiques. Il n'y aura pas de lead, il n'y aura pas de je ne sais quoi. On sera tous chargés des développements informatiques. On ne va pas trop s'embêter avec notre intitulé de poste sur notre contrat. On va plutôt travailler sur nos rôles. Les redevabilités, c'est ce qu'on va trouver dans la fiche de poste. Dans la fiche de poste, dans dev, bien souvent, il y a coder, programmer, respecter certains principes, certaines conventions. Et encore, là, il faut vraiment que la boîte, elle soit déjà tech pour avoir ces notions-là dans la fiche de poste. Et nous, on va avoir des redevabilités. Bien souvent, la fiche de poste, elle est écrite entre les RH et le salarié. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément partager avec nos collègues dans l'équipe. Les redevabilités en holacratie, elles sont connues de tous. Tout le monde sait exactement ce qu'on peut trouver dans les fiches de poste, en fait. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit, pas de chef. C'est vrai et pas totalement vrai. Nous, on a une fonction managériale qui va être découpée en 4 rôles. Un porte-parole, un secrétaire, un leader et une facilitatrice ou un facilitateur. Ces rôles-là, ça n'est pas une embauche spécifique. On ne va pas embaucher 4 managers et avoir 4 managers dans un cercle. C'est chaque dev, dans notre cercle à nous, on va venir énergiser. On va mettre du temps sur le rôle de porte-parole, le rôle de secrétaire, le rôle de leader et le rôle de facilitateur. Il n'y a pas forcément de compétences particulières à avoir pour ces rôles-là. Il y a simplement besoin d'avoir envie de les énergiser. Et c'est du temps qu'on va se permettre de prendre. Ça n'est pas en plus de notre travail. Donc la fonction managériale, on la découpe vraiment en 4. Et ce sont les membres du cercle qui vont l'énergiser. Donc on est nos propres managers. La particularité de ces rôles, c'est qu'ils ont des mandats. C'est-à-dire que moi, actuellement, chez les devs, je suis secrétaire. J'ai un mandat de 6 mois. Pendant 6 mois, je serai la secrétaire des devs. Ça ne veut pas dire que je vais caler toutes leurs réunions qu'ils ont, que ce soit vie pro ou vie perso. C'est simplement que lors des réunions, je vais prendre des notes. C'est simplement ça que ça veut dire. Et puis, les domaines, c'est ce qu'on va en fait appeler notre pouvoir de décision. Chaque rôle et chaque cercle a un pouvoir de décision. Donc là, j'ai essayé de faire un petit focus sur les domaines. Et donc là, c'est le domaine, en fait, des devs. Dans notre domaine, nous avons les technos qu'on utilise pour le développement de notre outil et également l'hébergement. On est complètement autonome là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre outil, on le développe PHP, Symfony, Twig et un peu de React actuellement. C'est des décisions qu'on prend, nous, dans l'équipe dev. On ne demande pas
Enfin, on ne demande pas à faire valider ses choix par une quelconque direction ou des supérieurs. C'est nous qui prenons la décision. Demain, si on souhaite ouvrir un nouveau produit dans notre entreprise, on choisira les technos qui nous semblent les plus pertinentes, celles qu'on connaît peut-être le mieux pour développer ce nouvel outil. Et c'est exactement pareil pour l'hébergement. On prend la décision. Ce qui se passe généralement dans une entreprise, vous avez besoin d'un hébergeur, l'archi, le lead ou l'ops. Alors ça va dépendre de la structure. Vous adaptez en fonction de votre entreprise parce que vous n'avez pas forcément tous ces postes-là dans votre boîte. Mais va généralement écrire le besoin, va faire un benchmark des solutions sur le marché, va lister les avantages, les inconvénients, va mettre le prix également de la solution. Et puis la direction, la finalité, c'est qu'elle va choisir le moins cher. Mais en vrai, le besoin, il a été écrit par les devs, pour les devs, parce qu'ils connaissent l'outil, ils connaissent le besoin. C'est à nous de prendre la décision. Ça n'est pas à la direction. Sinon, forcément, ça va être tourné vers le prix. Bien souvent, en tout cas, ça va être tourné vers le prix. Nous, on prend cette décision nous-mêmes. On sait exactement combien coûte notre hébergeur et on sait pourquoi on a choisi cet hébergeur-là. Le jour où on souhaite voir ce qu'il y a sur le marché, et ça nous arrive très régulièrement, parce qu'on va beaucoup en conférence tout au long de l'année, et sur les stands, on voit beaucoup d'hébergeurs, et donc régulièrement, on vient challenger le besoin. Mais c'est nous en tant que dev, c'est pas la direction. Et personne dans l'entreprise peut nous obliger à changer notre hébergeur, peu importe la raison. C'est nous, les devs, qui prenons la décision. Et on va avoir ça, en fait, sur l'intégralité des rôles de l'entreprise. Là, je vous ai mis quelques exemples de rôles. Alors, il y a certains rôles que je vais appeler métiers et d'autres qui vont être des rôles dits transverses. On a un rôle où vous voyez dans la raison d'être, on a process et procédure. Ça, c'est un des rôles que moi, j'énergise. Je suis une toquée, j'aime quand c'est carré, j'aime quand il y a de la documentation. Donc, j'ai ce rôle, je suis garante des process et des procédures. Personne dans l'entreprise ne viendra modifier les process que j'ai écrits. C'est mes process, je les maintiens, je les tiens à jour. Et tout le monde sait que je dois faire ça. Donc, dans ma fiche de poste, dans une de mes fiches de poste, j'ai ces process. On a un autre rôle qui s'appelle Design System. Et lui, il est garant de la maintenance du Design System. Dans son domaine, c'est le Design System. C'est un dev front aujourd'hui qui a ce rôle-là. Moi, je touche au Design System, je viens contribuer dessus. Par contre, il me faut la validation explicite de ce rôle-là pour faire une modification ou une amélioration. Je viens lui soumettre. C'est à lui de prendre la décision parce qu'il est garant du design system. C'est son rôle. Et on a d'autres rôles. Ceux qui sont encadrés en rose, on en a un qui est pour le data scientist où il va avoir donc ses domaines. On a un autre rôle qui lui plutôt va être sur la formation Holacracy et Holaspirit, qui est l'outil qu'on utilise pour gérer notre gouvernance partagée chez Tuvalu. Le paramétrage de l'outil qu'on utilise au quotidien, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est la personne qui énergise ce rôle. Et personne ne viendra le faire à sa place. C'est sa responsabilité. Donc là, je vous ai rapidement expliqué, on a des rôles dans l'entreprise, on a des redevabilités, elles sont explicites, on a des domaines, donc on a notre pouvoir décisionnel, et c'est un vrai pouvoir. Personne ne viendra nous barrer la route, nous mettre des bâtons dans les roues, ça n'existe pas. Et dans tous les rôles que l'on va énergiser dans l'entreprise, on est tous autonomes et responsables. Il y a quand même des inconvénients à ça. Moi, au début, je me suis dit, mais génial, c'est trop bien, je vais pouvoir prendre des décisions. Moi, petite Anaïs que je suis, je vais pouvoir prendre des décisions. Sauf qu'en fait, l'autonomie, c'est pas si facile à acquérir. En fait, dans la vraie vie, prendre des décisions, c'est compliqué. Est-ce que je fais le meilleur choix? Est-ce que ça coûte pas trop cher? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis la personne qui a le plus de compétences pour prendre cette décision? C'est pas facile à prendre en main. Pas tout le monde n'y arrive. Ça peut être long. Le temps de compréhension de la méthode, là, j'ai à peu près 25 minutes pour vous parler d'holacracy et de gouvernance partagée. On peut mettre jusqu'à 1 an avant de bien comprendre le fonctionnement d'une holacracy. On a des croyances à déconstruire. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est un constat personnel que j'ai fait. Quand on accueille des stagiaires dans l'entreprise, eux, en quelques semaines, ils ont compris comment fonctionnait la gouvernance partagée, le système des rôles, les mandats, les domaines. Ça, ils comprennent très vite. Et par contre, une personne qui a 10 ans d'expérience dans une autre structure, et une structure pyramidale, elle va avoir beaucoup plus de mal, en fait, à s'approprier la méthode. Parce que souvent, si on a été, je vais dire juste dev, on a tendance à attendre les directives de son lead. Par contre, quand on a été lead, on s'attend à donner les directives à ceux d'en dessous. Et on n'est plus habitué, en fait, à n'avoir personne à gérer.
Donc, ça peut être assez long. Et également, il faut pouvoir déconstruire, se remettre en question notre façon de travailler. Et ça, pas tout le monde n'y arrive. Il y a un risque d'éparpillement sur cette méthode également. Un des principes de l'holacratie, c'est de pouvoir avoir tous les rôles en fonction de nos appétences et de nos compétences. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, j'avais un rôle de process et de procédure. C'est-à-dire que je maintiens la documentation à jour pour les devs, mais pas uniquement. Je le fais pour d'autres cercles, notamment le cercle qui est plutôt dans la gestion de projet. C'est moi qui maintiens leur documentation. Je peux prendre tous les rôles qui me plaisent. Si d'un coup, j'ai envie d'aller sur du marketing, je peux proposer ma candidature. Si j'ai envie de basculer du côté RH, je peux également proposer ma candidature et accompagner la RH, parce qu'on a une vraie RH quand même, hein, c'est pas simplement juste des appétences. Pareil, si j'ai envie d'aller sur de la compta, ben, je peux. Et du coup, on se rend compte rapidement, en fait, on peut avoir beaucoup trop de rôles et ne plus développer. Et ça, c'est quand même un risque. Et l'holacratie, c'est une méthode rigide qui a des process. Tout est réglementé dans ce qu'on appelle une constitution. Donc, vous pourrez aller la voir sur Internet. La Constitution, on a la version 5 aujourd'hui de la Constitution de l'holacratie. Certains ne supportent pas le fait que ce soit trop rigide. Il faut le prendre en compte si on souhaite faire une bascule en holacratie. Je vous ai montré, en fait, là, sur les deux exemples, on a une personne qui énergise 11 rôles dans l'encadré rouge. Et là, c'est un risque d'éparpillement. On a une personne qui a 11 rôles. Et dans les petits carrés gris, en fait, on voit que la personne, elle y met 0% de son temps. Sachant que ce sont des rôles structurels, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction managériale est découpée en 4 parties. Leader, secrétaire, porte-parole et facilitateur. Et là, cette personne, elle est leader d'un cercle, mais elle y met 0% de son temps. Elle est porte-parole, elle n'y met que 1%. Et elle est 4 fois secrétaire, dont 3 fois à 0%. Bon, là, il y a un risque pour l'entreprise. Hein. S'il n'y a pas de management, s'il n'y a pas cette structure-là, ça peut s'écrouler, réellement. Et en face, je vous ai mis, je me la pète un peu, c'est mes rôles, parce que je les ai mis au propre pour préparer le sujet. Donc, je suis secrétaire à 5% dans mon cercle qui s'appelle Machine à Impact, qui est, comment on peut dire, le cercle maman, parce qu'à l'intérieur, il y a le cercle dev et le cercle produit, et on l'a englobé avec un cercle qui s'appelle Machine à Impact. Je suis à 75% développeuse, 5% formatrice Lola, donc nous, c'est le nom de la méthode qu'on utilise parce qu'on s'inspire de l'holacratie et on l'a nommée Lola. Je suis également 5% guide en accessibilité, parce que je suis formée en tant que développeuse accessible. Et j'ai également 10% en PAF. Et PAF, chez nous, c'est les process et la qualité. Donc, c'est mon fameux TOC des procédures. Je vous donne quand même les avantages que moi, j'ai pu avoir avec cette méthode, parce que ça fait 2 ans, du coup, que je l'utilise. Le fait d'utiliser toutes ces compétences au service du collectif, ça, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, quand vous faites votre CV, vous allez mettre vos compétences de tech. Hein. Ça, vous allez lister les technos, vous allez lister les frameworks, vous allez lister les méthodes, les différentes méthodes agiles que vous avez utilisées. Vous allez lister plein de choses. Et puis, vous allez sûrement mettre une petite partie, un petit encadré soft skill. Et ça, en vrai, c'est vachement bien. Hein. Mais dans les boîtes, on les utilise pas. On est d'accord que si vous avez une passion, si vous avez un intérêt pour un sujet, si vous êtes un pro d'Excel, dans votre boîte, on va pas s'en servir parce qu'on va vous demander de développer à 100%. Le reste, non, on va embaucher du monde pour le faire. Là, moi, aujourd'hui, j'ai des compétences que je vais appeler transverses, mon TOC de procédure. Je vais avoir également ma partie développée de façon accessible. Alors, c'est un peu galère parce que je suis back et l'accessibilité, c'est plutôt front. Donc, c'est pour ça que je passe pas plus de temps d'accessibilité parce que j'aime pas faire du front. Mais du coup, là, on va pouvoir prendre toutes nos compétences en plus et les mettre au service de la boîte. Donc déjà, en termes de motivation, c'est tout de suite plus la même. Je ne fais pas que du dev de 9h du matin à 18h. Je vais pouvoir aussi utiliser mes autres compétences. J'ai pas de chef, ça c'est vachement bien. On est capable de prendre nos propres décisions. On n'a personne qui va nous les imposer. On va avoir la prise d'initiative. Je vous parlais donc de l'accessibilité. Il y a 2 ans, quand j'arrive chez Tuvalu, l'accessibilité, c'est pas un sujet. Enfin, c'est un mot qu'on ne connaît pas, si ce n'est accessible au niveau du prix, mais pas du tout d'accessibilité du numérique. Et en fait, depuis 2 ans, on a ce rôle qui existe. Aujourd'hui, on est 2 à l'énergiser. Et du coup, ça nous a permis également de proposer en fait des formations. Donc nous, cette année, on a à peu près 5 000 € sur de la formation liée à l'accessibilité. Donc, c'est un énorme pas en avant et c'est de la prise d'initiative chez Tuvalu qui n'existait pas il y a encore 2 ans. On sait exactement ce que l'on a à faire. Comme je vous ai dit, on utilise un outil qui s'appelle Holaspirit qui nous permet en fait de mettre tous nos rôles, toutes nos redevabilités et tous nos domaines.
et chacun a ses rôles qui lui sont attribués. C'est un outil qu'on utilise vraiment au quotidien, donc tout le monde peut voir exactement qui fait quoi dans l'entreprise. Je vais passer rapidement sur le traitement des tensions rapides et efficaces. Aujourd'hui, en holacratie, il existe 2 types de réunions et c'est les seules réunions dont vous aurez besoin dans une structure en holacratie. Vous ne faites pas d'autres réunions, même si vous êtes avec une méthode agile qui s'appelle Scrum, avec un daily, un sprint planning, une rétro, le weekly, le je ne sais quoi, encore en sprint. Tout ça, vous oubliez. Vous faites que 2 réunions, le triage et la gouvernance. Le triage qui vient traiter les tensions opérationnelles et la gouvernance qui vient pour créer des rôles, supprimer des rôles ou modifier des rôles. Et ça, nous, on fait un triage toutes les semaines. On peut en faire tous les jours s'il y a besoin. Ça dure maximum 1 heure. Et c'est là que vont intervenir, en fait, les 4 rôles structurels. Donc, le facilitateur, le secrétaire, le leader et le porte-parole. Le secrétaire prendra les notes pour que tout le monde soit toujours au courant de toutes les décisions qui sont prises. Le facilitateur s'assurera que dans la réunion, les grandes gueules ne prennent pas le pas sur les personnes un peu plus réservées. Donc, tout le monde aura son temps de parole et personne ne prendra la main sur les autres. Ça, c'est extrêmement important dans une équipe parce qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup la parole. Heureusement, on a un rôle de facilitateur qui va me dire « Stop Anaïs, on passe à quelqu'un d'autre ». Du coup, après, pourquoi changer de modèle ? On peut faire un peu mieux parce qu'en vrai, une structure pyramidale, ça existe depuis à peu près 120 ans maintenant. Le management existe depuis 120 ans, les prémices avec Fayol et Taylor. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'au final, il y a des millions d'entreprises sur la planète. Ça a l'air de fonctionner parce que tout le monde fait beaucoup font de très gros chiffres d'affaires. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire autre chose? En fait, quand on regarde un petit peu les indicateurs en France et sur la terre entière, en France, il y a 6% de taux d'engagement dans les entreprises. Il y a 6% des Français qui sont engagés dans leur structure. Le reste, soit ils sont un peu désengagés, donc ils font leur taf, mais vraiment le strict minimum. Et il y en a une partie qui vont complètement mettre des bâtons dans les roues de leur entreprise. Ça semble dingue. Enfin, moi, ça me semble juste ahurissant, en fait, d'avoir 6% de taux d'engagement, sachant qu'on y passe la majorité de notre temps et malheureusement la majorité de notre vie. Franchement, tant qu'à faire, on fait un boulot qui nous plaît, dans une boîte qui nous plaît, avec un fonctionnement qui nous plaît et qui nous convient. Et dans cette source Gallup, que vous pourrez aller consulter, en fait, ils expliquent que la source de désengagement, en tout cas en France, c'est une communication peu claire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la direction a une vision, a une stratégie, a des objectifs même, va la descendre au niveau du management et ça va pas redescendre en dessous. Ça va rester bloqué au niveau du management. Donc là, c'est compliqué. Comment vous pouvez prendre des décisions en tant que dev si vous n'avez pas la vision de l'entreprise? Je vais prendre un exemple qui est juste horrible, mais admettons, vous êtes une agence web et vous, la vision de l'entreprise, la stratégie, c'est de délivrer des projets web 3 fois plus vite que vos concurrents. À partir du moment où vous savez ça, vous allez pouvoir prendre vos décisions. Les tests, on oublie. L'accessibilité, on oublie. Les sprint planning, on oublie. La rétro, on oublie. La qualité, on oublie. Parce que votre seul objectif, c'est de délivrer des projets très rapidement. C'est l'objectif de l'entreprise, c'est la stratégie de l'entreprise. Bon, l'exemple est pourri, en vrai, j'espère qu'il n'y a aucune boîte qui fait ça. Franchement, j'espère que ça n'existe pas. Les contraintes de temps déraisonnables et la charge de travail ingérable, en holacratie, ça ne peut pas exister. Vous êtes autonome sur vos rôles. C'est-à-dire que si la contrainte de temps et la charge de travail, elle est ingérable, c'est de votre faute. Vous êtes autonome. Moi, j'ai 5 rôles actuellement. En holacratie, on dit qu'au-dessus de 7 rôles, c'est ingérable humainement. La personne qui en a 11, je vous ai montré tout à l'heure la différence entre 11 rôles et 5 rôles, on se rend compte qu'elle peut pas tout énergiser. Elle ne peut pas tout faire. Donc, en holacratie, ça n'arrive pas. Le traitement injuste dans la source, c'est lié à l'attribution des primes et des avantages. Ça, encore une fois, nous, en holacratie, on vise la transparence. Donc, aujourd'hui, tous nos salaires dans l'entreprise sont... tout le monde connaît les salaires de tout le monde, tout le monde connaît les primes de tout le monde. Et on va encore plus loin, les primes sont attribuées les uns avec les autres, vu qu'on n'a pas d'instance de direction pour allouer les primes. Donc, en fait, on a un groupe de travail, il y a un représentant de chaque cercle, et on fait des propositions au collectif qui sont validées par le collectif. Donc là, cette année, par exemple, on reçoit une prime de 3 000 € et tout le monde reçoit exactement la même prime. Voilà, donc ça, c'est des décisions qu'on prend en collectif.
Le manque de soutien, alors ça vient surtout par rapport à la prise d'initiative. Je vous ai dit que moi, j'étais formée à l'accessibilité. Dans mes précédentes expériences, j'avais beau être formée à l'accessibilité et j'ai beau pousser ce sujet-là, c'est pas pris en compte. Donc, on me soutient pas dans ma démarche de prise d'initiative. Et la perte d'autonomie, bon, bah, ça, développé ma précédente expérience, j'avais un lead qui m'écrivait des tickets techniques, qui me mettait le nom de la classe, le nom de la méthode et qui me faisait du pseudocode. Super. Je sais pas à quoi je servais, mais pas à développer. En tout cas, mon cerveau servait à rien. Voilà les sources de désengagement et voilà pourquoi en fait il faut changer de modèle. La structure pyramidale, elle fonctionne peut-être pour certains, mais on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui. Il n'existe pas que l'holacratie, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres concepts que vous pouvez embarquer dans vos structures. Et donc moi je vous ai dit aussi au tout début qu'on était 25 chez Tuvalu, on est une petite équipe, on est 5 devs. En vrai, à 5, on est capable de prendre des décisions. Mais en vrai, ça fonctionne aussi chez des très gros. Netflix, par exemple, fait partie du réseau des entreprises libérées. Peut-être que certains l'ont lu, mais un des cofondateurs de Netflix a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « La règle, pas de règle ». C'est-à-dire que tant que le salarié fait ce qui est bon pour Netflix, c'est validé. Dans le livre, notamment, il explique que si alors eux, ils ont des managers, hein, il y a un fonctionnement managérial très pyramidal. Par contre, tout est complètement transparent à l'intérieur de Netflix. Si un des managers décide que cette série à 3 millions de dollars, elle vaut le coup pour Netflix, il a carte blanche. Il pourra l'acheter, sa série à 3 millions de dollars. Vous avez Gore, où c'est également, enfin, c'est la marque Gore-Tex. C'est pareil, ils font partie du réseau des entreprises libérées. Harley-Davidson, qui font partie des pionniers des entreprises libérées aujourd'hui sur la planète. Harley-Davidson, c'est au niveau du siège, hein, c'est pas les magasins qu'on voit un peu de partout en France, c'est vraiment le siège de Harley qui fonctionne de cette façon-là. Ces trois entreprises, Netflix, Gore et Harley-Davidson, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est la prise d'initiative. Ils veulent être pionniers de leur secteur. C'est ça le leitmotiv chez eux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contraintes qui existent dans ces entreprises, pas de contraintes de process, ça n'existe pas, il n'y a pas de process là-dedans. Vous avez également le lycée autogéré de Paris, qui est géré par des étudiants. Donc pareil, il n'y a pas de direction, c'est les élèves. Ils se débrouillent entre eux pour recruter des profs, pour les admissions des élèves, pour le budget, pour la cantine, pour le ménage. Ils se débrouillent. Comme quoi même en tant qu'ado, on arrive en fait à se gérer. Les Chrysalides, qui est une école vers Bordeaux, qui est également une école autogérée. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants, mais c'est souvent les écoles dites Montessori qui vont être hors système, hors éducation nationale, qui vont avoir ce fonctionnement-là. Vous avez également Valve, Morningstar, Zappos qui, eux, vont être en holacratie. Et là, on parle de groupes énormes. Hein. Enfin, c'est plus de 10 000 salariés hein, qui sont en holacratie. Hein, et ça fonctionne chez eux. Et vous avez Baba Yagas, qui est une maison de retraite à Paris, qui est également autogérée par les résidentes. Donc, ça fonctionne en fait dans tous les secteurs, que ce soit l'école, les motos, les films, peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille de l'entreprise, on peut aller vers de la gouvernance partagée ou de l'entreprise libérée. Là, je vous partage une carte de maturité. Donc, elle a été proposée par EJ Partner, qui eux accompagne les entreprises à basculer en holacratie, parce que holacratie est une méthode, est une marque déposée. C'est pour ça que nous, on n'est pas en holacratie chez Tuvalu, on est en Lola. On n'a pas les droits sur l'holacratie. Ils ont quand même sorti cette carte de maturité qui vous permet en fait de vous auto-évaluer dans votre structure, dans votre équipe de tech. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions sur de la gestion de projet, sur le budget, sur les différents métiers que vous avez dans votre entreprise? Où est-ce que vous en êtes et quelles sont les étapes à franchir? C'est quelque chose que la première fois où je l'ai lu, j'étais un peu perdue à l'intérieur, mais plus je vais la voir et plus je la comprends et plus j'arrive à m'imprégner de cette carte. Et donc, ça peut être un très bon début, pour vous aider à comprendre comment basculer sur une holacratie. Et après, ça va être à vous de jouer parce qu'en vrai, on a beau avoir une constitution. L'holacratie, ça existe depuis 2009. Ça s'inspire de la sociocratie qui existe depuis les années 70. Donc, c'est vraiment pas récent, mais pour autant, chacun, en fait, va l'adapter à son propre fonctionnement. Il n'y a pas de méthode toute faite. C'est pas, vous prenez pas un livre et vous dites, c'est bon, demain, je fais exactement comme ça. Il faut que ça matche avec votre équipe, les humains qui sont à l'intérieur de l'équipe. Donc, regardez des vidéos, lisez des bouquins,
Allez voir aussi les entreprises qui sont sur un autre modèle, que ce soit l'holacratie, que ce soit la sociocratie, que ce soit les gouvernances opales, que ce soit les entreprises libérées, des toutes petites ou des grosses du secteur, parce que toutes sont hyper OK en fait pour partager leur fonctionnement, parce qu'on est tous convaincus que le fonctionnement pyramidal tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas perdurer, ne peut plus. On est obligé de faire autre chose. Rappelez-vous, 6% de taux d'engagement en France dans les entreprises. Il faut aller plus loin, quoi. Il faut un peu gratter quand même. C'est surtout dans la tech, où aujourd'hui on sait qu'on a un turnover en moyenne, on reste 2 ans dans une boîte et puis après on file voir ce qui se passe ailleurs. Quand vous êtes dans une entreprise où vous êtes capable de prendre des décisions, vous pouvez faire les métiers qui vous plaisent, vous avez une facilité aussi pour changer de métier. En vrai, vous partez pas. Le turnover, il y en a pas chez nous. Les gens partent pas. S'ils partent, c'est parce qu'ils ont décidé de prendre une année sabbatique. Et voilà. Et s'il y a des questions, je suis complètement OK pour les questions. Alors, le problème, c'est qu'on va m'entendre ici. Ah Je sais pas si Est-ce qu'il y a des questions du coup en ligne? je ne mens pas. Et du coup, la question que j'ai, moi, c'est. Alors la question que j'ai, c'est est-ce que tu as eu l'occasion de lire le bouquin justement de Netflix qui parle de tout ça? Je suis en train de le lire et j'aimerais bien l'avis de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que moi sur ces trucs-là. Alors, J'ai pas tout compris. Hop, c'est coupé. Ah oui, parce qu'en fait, d'accord, ce micro il sert pas, c'est super. Ah, d'accord. Il est que pour nous. Ah oui, ça c'est le micro pour l'enregistrement, je me disais bien, d'accord, je comprenais plus rien. Je veux qu'on professionnalise tout ça. Ouais, pas de souci. Je disais, je suis en train de lire le bouquin de Netflix là sur, je sais plus comment s'appelle le type, mais qu'est-ce que toi t'en as pensé si tu l'as lu? Voilà. Moi, je l'ai trouvé juste qu'une boîte aussi énorme, qui a 900 putains de microservices, soit complètement libérée. Zéro contrainte, zéro process. Vraiment, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. Surtout qu'à un moment donné dans le livre, il fait le parallèle, je crois que c'est Microsoft peut-être qu'il met en face de leur process, où c'est... Parce que du coup, c'est lui qui parle, mais il est également accompagné d'une autrice, en fait, pour faire le livre. Et c'est elle qui pose des questions et qui, à un moment donné, fait un peu un retour. Et notamment en disant que chez Microsoft, s'il y a besoin d'acheter un ordinateur, on passe par une demande courrier. On va remplir son petit formulaire, on l'envoie au responsable de service, qui le responsable de service va l'envoyer à la compta, jusqu'au moment où ça va arriver au support, qui va commander le PC, et ainsi de suite, ça va redescendre. Donc, il s'est passé 2 mois pour avoir un putain de PC. Chez Netflix, tu as besoin d'un PC, tu vas acheter ton PC, t'envoies ta note de frais, t'es remboursé, quoi. Parce que si t'as pas de PC chez Netflix, il y a plus de Netflix. Et là, ça paraît logique en vrai. Enfin, donc franchement, je trouve pas ça déconnant. Après, ils ont un budget qui est énorme. Pas toutes les boîtes peuvent se permettre ça non plus. Mais quand on doit prendre nos propres décisions, en vrai, moi aujourd'hui, quand j'achète un PC pour Tuvalu, enfin pour moi chez Tuvalu, je fais hyper gaffe. Je prends pas forcément le PC le plus cher. Je prends celui qui va correspondre à mon besoin. Parce que j'en suis responsable. Merci. J'ai une question de Ajitsi qui est en ligne, qui demande est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises qui pratiquent l'holocratie en France? Aucune idée. Sur Nantes, je sais qu'on est plus d'une quinzaine à être vraiment en holacratie ou en gouvernance partagée, parce que du coup, il y a un petit réseau qui s'est formé avec toutes ces entreprises. Il y a également pas mal de scopes. Enfin, je pense que les tilleuls, même à Tours, on connaît les tilleuls quand même. Donc du coup, déjà, les tilleuls, c'est assez dingue. C'est quand même une grosse boîte avec une super réputation et ils sont en scope.
Donc, la boîte appartient aux salariés. Donc, c'est aussi un mode de gouvernance partagé que de fonctionner de cette façon-là. Et ils ont des leads, et ils ont des responsables, et ainsi de suite. Hein. Mais non, le nombre exact, j'aurais pas. Et j'ai une petite question aussi. Est-ce que pour commencer à mettre en place l'holacratie, il faut 100% de personnes motivées dans la boîte pour nous suivre, ou est-ce que s'il y en a 80%, les 20% restants, ils vont se dire finalement c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un seuil à peu près de personnes qui vont être motivées pour pousser plus loin? Ouais. Nous, on en a certains qui, même après 2 ans, parce que ça fait 2 ans réellement qu'aujourd'hui Tuvalu a fait cette bascule, après 10 ans d'existence, enfin au bout de 8 ans, ils ont fait cette bascule vraiment holacratie. On en a toujours chez nous qui sont convaincus que la méthode c'est de la merde et ils n'ont pas du tout envie de contribuer à cette méthode. Hein. Il n'y a aucun souci, mais ça fonctionne en vrai parce que oui, on est plus de 80% à être convaincus que c'est la bonne méthode. Enfin, en tout cas, que ça convient à nos métiers et à notre secteur d'activité et aux humains surtout qui composent l'entreprise. Ça c'est aussi assez important. En vrai, quand on commence à en discuter et quand on commence à dire, vous allez pouvoir prendre vos décisions, vous allez être autonome et ce qui vous semble bon pour l'entreprise, vous allez pouvoir le faire, il y a quand même pas mal de monde qui est motivé. Sauf qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, c'est impossible, le patron, il lâchera jamais les rênes, en fait. Et alors, il faut savoir aussi que l'holacratie, c'est utilisé, par exemple, à la sécurité sociale. C'est pas improbable, mais il y a certains services de la sécurité sociale qui sont en holacratie. Donc, c'est pas toute la sécurité sociale française qui fonctionne de cette façon-là, c'est certains services qui fonctionnent en holacratie. Et pareil, en Belgique, sur des ministères, il y a certains ministères ou plateaux au niveau d'un ministère qui fonctionnent en holacratie. Donc, c'est pas obligé que ce soit toute la structure. Ça fonctionne avec des moitiés. D'accord. Voilà. Du coup, j'avais 2 questions. Comment vous gérez un peu tu as parlé tout à l'heure, notamment par exemple sur l'achat du PC. Comment vous gérez la rationalité des décisions qui sont prises parce que ça marche très bien quand tu as typiquement des collaborateurs qui sont engagés, qui ont une bonne conscience professionnelle. Ça marche moins bien avec quelqu'un qui n'a pas ça. Et du coup, la deuxième question, c'est pour ces rôles, justement, comment vous qualifiez, on va dire, les personnes, l'expertise de quelqu'un pour être à même finalement d'être autonome et de prendre des décisions qui parfois peuvent être stratégiques pour une entreprise. En fait, on a nos réunions de gouvernance. Donc, chez les devs, on en fait une tous les 2 mois, je crois, parce que ça bouge pas trop. En vrai, chez les devs, on a notre rôle de dev et puis après, on dev, quoi. Donc, ça va plutôt être sur nos autres rôles. Mais en fait, moi, je vais me proposer. Donc là, ça a été les process, ça a été l'accessibilité, ça a été le secrétariat. Mais j'ai eu d'autres rôles. J'ai eu de la communication interne à un moment donné. Parce que Canva, ça faisait pas très très longtemps que c'était sorti et je m'éclatais sur Canva, c'était trop bien, je faisais des PDF magnifiques, il y avait plein d'animations, c'était waouh, c'était dingue. En vrai, personne ne le faisait dans la boîte, donc forcément j'avais les compétences pour le faire vu que personne n'avait envie de le faire. Là actuellement, on a des recrutements en cours et en fait tout se passe à partir du moment où on va recruter la personne. Est-ce qu'on a le feeling? Est-ce que la personne elle a d'autres compétences qu'elle a envie de donner à l'entreprise aussi? Est-ce qu'elle a envie de faire autre chose que son métier? Même si on autorise quand même d'être si quelqu'un aujourd'hui chez nous veut être que dev, c'est OK en vrai. Hein. On va pas forcément pousser tout le monde à faire autre chose. Et après, en fait, c'est surtout le rôle de leader qui va avoir cette vision-là. Le leader de cercle, c'est lui qui va devoir gérer les priorités entre les rôles. Par exemple, accessibilité vs design system. Moi, je veux pousser à fond l'accessibilité. Par contre, le design system, on a besoin d'un composant pour nos clients. Là, le leader il va dire, écoute Anaïs, accessibilité, j'entends. Mais là, par contre, nous, il y a un client, il a payé 15 000 sa fonctionnalité et il lui faut donc l'accessibilité, on verra après. Donc, remets une tension pour le mois prochain et on le traitera à ce moment-là. Et pareil au niveau des compétences. Le design system, moi, j'aurais bien voulu l'énergiser, notamment pour l'accessibilité. Et là, le leader, en fait, est intervenu en me disant, non, Anaïs, tu n'as pas les compétences pour le mettre en place. Parce que nous, aujourd'hui, le besoin, c'était de le mettre en place, le design system. Par contre, c'est quelque chose que j'ai déjà une tension pour 2024. Mais pour 2024, j'ai déjà une tension pour énergiser ce rôle-là, pour revoir certains composants, pour pouvoir les passer accessibles. Donc, c'est le rôle de leader qui va venir gérer les priorités si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Ok, merci. Qui tranchera. Je sais pas s'il y avait
on va passer au deuxième sujet, s'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, il n'y avait pas d'autres questions, a priori. Merci beaucoup Anaïs. Avec plaisir. Alors par contre, moi je vais vous quitter, je vais rentrer à ma maison. Il est l'heure. Il est l'heure que je quitte le bureau, que je le ferme, que je suis seule maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère un jour venir sur Tours ou sinon je vous croiserai peut-être au forum PHP. Yes, merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. Alors, vas-y. Hop. Ok. Eh ben, alors attendez, question d'essayer de respecter les 15 minutes. Je vais mettre un chronomètre. En plus, si certains de mes étudiants sont là, ils vont se dire « Ah ouais, ça nous rappelle les cours. » Donc, il n'y a pas de problème. Alors, et donc, je vais vous partager l'intégralité de l'écran. Donc là, on va avoir un bel effet infini. C'est bien ça? Alors, ah punaise, alors c'est bon ou c'est pas bon? Alors là, on voit la présentation. Là, c'est bon? Là, c'est blanc. Bah, c'est normal. Ok. Ah oui, je ne me vois pas en fait. Bon, c'est pas un souci. Alors, donc, je m'appelle Jean Houlebars. Donc, je suis formateur au sein de CEFIM, qui est le centre qui accueille notamment la FUP de temps à autre. Et puis, dans les formations que je donne, il y en a notamment certaines dans le domaine de la data. Et par rapport à ça, parmi les soucis qu'il peut y avoir, il y a le fait que quand on parle de tableur à certains, ils tombent dans les pommes. Voilà. Donc le tout, c'est de trouver quelque chose qui permet de faire de l'analyse de données, mais sans garder ce côté, on va dire, tableur. Alors, même si par bien des aspects, l'outil que je vais vous présenter, vous allez voir qu'au niveau ergonomie, quelquefois on se dit que Excel, finalement, ça a du bien. Mais bon, on va se mettre dans un contexte assez particulier. Alors, vous allez voir que je suis aussi un pro du PowerPoint. Attention, voilà, le contexte. Donc, imaginons que nous travaillons pour une société spécialisée dans les objets funéraires pour animaux. Le service commercial nous demande d'identifier dans sa base de contact plusieurs choses. L'adresse mail de mère de famille, ayant au moins 2 enfants, habitant en France, ayant un revenu de plus de 20 000 € et ayant un animal en fin de vie. Voilà, c'est ça l'objectif. Et évidemment, par rapport à ça, ça doit être envoyé le plus rapidement possible. Donc, on n'a pas trop de choix sur les différentes technologies qui peuvent être faites. Par rapport à ça, donc, dans les différents outils qui existent, certes, Excel, quand on est un pro, peut être un très bon moyen de le faire, enfin Excel, Google Sheet ou autre, mais il y a un outil qui est assez intéressant, qui est open source, et donc qui s'appelle OpenRefine. Et là, donc, vous devez voir l'écran d'accueil de cette solution. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau ergonomique, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est très fonctionnel, pas très beau, mais bon, c'est pas ça qu'on cherche. Et donc, au niveau de cet outil, en fait, OpenRefine a quelques avantages par rapport à des outils tels que des tableurs, parce qu'il peut ouvrir certains formats sans qu'il y ait véritablement de forte interprétation. Ou s'il y a des modifications à faire, on va pouvoir les faire en amont. C'est ça qui est assez intéressant. Par exemple, donc là, je suis sur l'interface de base. Au niveau de cette interface, quand je le lance, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai un bouton qui va évidemment me marquer un peu, qui est sélectionner un fichier. Je me dis, OK, c'est ce que je veux faire. Je clique sur sélectionner un fichier. Dans ce cadre-là, j'ai préparé des petits fichiers avec différents formats. Et notamment, on imagine, j'ai un format de type XML. Voilà. Le XML a souvent des soucis d'interprétation. Quelquefois, il est mal compris, il y a des accents qui ne passent pas, des espaces qui posent souci, etc., etc. Dans ce cadre-là, je me dis, tiens, je l'ouvre, voilà.
Donc déjà, le fichier est reconnu, c'est une bonne chose. Je fais suivant. Voilà. Et là, en effet, j'ai du XML qui apparaît. Voilà, je suis super content. Par rapport à ça, le tout, c'est de se dire, ce serait bien si j'avais sur un format un peu plus lisible, parce que si je dois me prendre chacune des lignes, et dans ce cadre-là, je clique sur l'élément que je considère comme racine. Donc là, en l'occurrence, c'est l'élément record qui apparaissait. Et OpenRefine va me dire, d'après l'élément sur lequel tu as cliqué, moi, j'arrive à analyser ton fichier avec ces différentes colonnes. Voilà. Et puis, si tu veux un premier aperçu concernant les lignes, voilà à quoi cela correspond. Voilà. Ce qui est quand même un peu plus exploitable que d'avoir simplement de l'Excel. Alors après, je pourrais, et c'est ce qu'on verra par la suite, pas de l'Excel, du XML. Créer un projet, et puis je peux l'exporter au format Excel, CSV, enfin, on verra qu'il y a d'autres formats d'export. Voilà. OK, il y a du XML. Voilà. Un autre format aussi qui est toujours très intéressant à analyser, c'est le JSON. Voilà, le grand cousin de XML, où on peut exactement avoir le même souci. Et dans ce cadre-là, j'ouvre mon fichier. Alors, c'est exactement le même fichier. Je fais suivant. Je vais avoir un format JSON qui va apparaître, en effet, et de nouveau, OpenRefine me dit « Ok, tu veux travailler sur JSON, mais indique-moi quel élément source à partir duquel je dois partir pour véritablement identifier les données. » Là, je vais lui dire « Écoute, tu commences au début, c'est le plus simple. » Et patatras, j'ai de nouveau un élément tabulaire qui apparaît. Voilà, c'est quand même top. Voilà, assez pratique. Alors après, je pourrais créer un projet pour pouvoir l'exploiter. Et évidemment, l'un des formats qui est les plus communément utilisés, donc là vous voyez qu'au niveau de l'interface aussi, on a le cas échéant, si jamais il s'est trompé dans l'extension du fichier, la possibilité de changer de forme, mais évidemment si je clique sur l'élément, il va totalement me modifier les différents points. Et puis ici j'ai quelques fonctionnalités qui sont exactement les mêmes que celles concernant la partie XML. Maintenant, on va prendre l'un des fichiers les plus communément utilisés, en tout cas l'un des formats les plus communément utilisés, qui est le CSV, lorsqu'on a notamment des exports à réaliser. Et dans ce cadre-là, je l'ouvre, je fais exactement les mêmes manipulations. Et là, vous voyez qu'il a directement interprété. En effet, c'était séparé, donc en l'occurrence là, par des virgules, et donc il y avait les différents éléments qui correspondent aux autres. Mais vous voyez qu'au niveau des différents choix, il me propose un peu plus d'éléments, parce qu'il se pourrait qu'il se soit trompé. Par exemple, une des peaux de banane qu'il y a concernant le CSV, c'est que vous avez le CSV de type anglo-saxon, avec la virgule, et vous avez le français, avec le point-virgule. Voilà. Et quand on a le français avec le point-virgule, on est obligé de le changer. Donc par exemple, donc je vais prendre un autre fichier, et un autre fichier aussi qui, lui, est un peu plus conséquent. Alors vous voyez à travers son nom qu'on comprend, c'est un fichier qui fait 400 000 lignes. Voilà. Alors quand on veut le fichier quand on veut le charger sous un tableur, en général, il vaut mieux se préparer un café à côté. Voilà. Ou alors on a un collègue super compatissant à qui on a des choses à raconter du week-end qu'on vient de passer. Et donc dans ce cadre-là, c'est un fichier tout à fait classique de 400 000 lignes. Je fais suivant. Et là, en effet, il me dit « Ah ton fichier, il a un petit souci. » Mais qu'à cela ne tienne, en effet, il m'a mal analysé l'élément là. Et dans ce cadre-là, si je lui indique de revenir sur la partie virgule, il n'y a pas de souci, il revient sur ces différents points. Si jamais en plus mon fichier avait des caractères qui n'étaient pas de type latin ou autre, je peux en plus identifier les autres types d'encodage qui sont faits, ce qui est excessivement pratique lorsqu'on a un fichier qui est en différentes langues, notamment de différents continents. Et pour vous montrer un peu la rapidité aussi du système, donc ce fichier fait 400 000 lignes, donc on verra avec un fichier plus petit pour faire des analyses, mais si je fais créer un projet, donc comprenez que créer un projet, ça veut dire qu'il me prend toutes les données de ce fichier et il les intègre dans OpenRefine, donc il ne touche pas le fichier initial. Voilà, le fichier est conservé comme étant un élément original, et là j'ai mes 400 000 lignes qui ont été chargées. Voilà. Je peux faire, si vous voulez, la même chose sous Excel, mais là, je fais un peu dépasser le temps des 15 minutes qui me sont imparties. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais revenir cette fois-ci sur le premier fichier, qui est le fichier d'exemple que j'ai pris. Donc, n'oubliez pas l'idée qu'il y a. Notre service commercial nous a demandé de trouver des informations concernant les mails de mères de famille de plus de 2 enfants qui aient plus de 20 000 €, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, je vois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Tout est bien analysé. Je peux donner un nom à mon projet. Par exemple, objet donc, funéraire pour animaux. Voilà. J'avais pas trop d'idées sur retrouver. Alors, à titre indicatif, ça existe. Et au début, je m'étais dit, ah ouais, je vais lui donner un nom
et notamment, vous savez qu'en anglais, il y a rest in peace, qui vient du latin, et je m'étais dit, ah ben il peut y avoir rest in pet, ce serait bien, ça correspond, ça existe. Voilà, donc j'ai pas pu le prendre, voilà. Et je vais mettre animaux, par exemple, et je vais créer mon projet. Voilà. À partir de là, on va tomber sur un système tableur, on va dire, un peu classique, mais vous voyez que dans la colonne de gauche, il y a quelques éléments qui vont apparaître. Alors, le principe d'OpenRefine, c'est de fonctionner par ce qu'on appelle des facettes. Les facettes, factuellement, c'est le fait d'analyser les données et d'essayer de trouver des similitudes entre elles. Par exemple, pour prendre un exemple tout simple, dans un premier temps, si je veux savoir au niveau des sexes des personnes combien de valeurs il y a et quelles sont-elles, je vais dans sexe, je vais dans facettes. Au niveau des facettes, j'ai les différents types d'éléments qui sont donnés, textuels, numériques, chronologiques. C'est les 3 éléments notamment que nous allons voir par la suite. Et si je vais facette textuelle, aussitôt dans la colonne de gauche, il m'indique quelles sont les différentes valeurs qui sont. Donc je les ai classées par nom, mais je peux aussi les avoir classées par compte, si je souhaite. C'est ça le principe. Donc ça, c'est assez pratique, parce que quand vous faites un autofiltre, par exemple sous Excel, si vous voulez savoir le nombre, vous n'êtes pas au bout de vos peines dans certains cas, notamment si vous avez oublié la formule pour les connaître. Et un élément qui est très intéressant, donc j'enlève cette facette, je vais garder cette facette juste pour vous montrer aussi quelque chose, c'est que par rapport à cette facette, vous vous rappelez, dans les éléments qui étaient demandés, c'était notamment les femmes qui étaient recherchées. Dans ce cadre-là, on voit qu'il y a 451 femmes. Alors j'ai pris un jeu de données, anglo-saxon, fait avec des données totalement prises au hasard, et si je fais include, je n'ai que les 451 femmes qu'il y a dans ma base de données. Et après, si je veux exporter cela, je fais exporter, et là, j'ai tous les formats qui me sont proposés. Voilà, comme ça, c'est quand même assez pratique. Mais souvent, quand on fait de l'analyse de données, donc là, je vais mettre ça de côté, l'un des soucis que l'on peut avoir, c'est identifier les valeurs qui sont manquantes. Et quelles sont-elles? Et donc, par rapport à ce jeu de données, donc où il y a différents éléments, alors qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas, à ce niveau-là, on voit qu'au niveau, par exemple, de la langue parlée numéro 3, j'ai en effet des valeurs qui sont vides. Le seul souci avec les valeurs vides, c'est qu'est-ce qu'elles contiennent? Est-ce qu'il y a un espace? Est-ce qu'il y a un retour chariot? Est-ce qu'il y a une tabulation? Enfin voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et notamment quand les valeurs vides sont liées à des données qui sont de type numérique, ça peut totalement nous fausser un calcul. Et dans ce cadre-là, alors déjà pour identifier le nombre de valeurs vides que l'on a, je peux aller sur facette textuelle, comme tout à l'heure. Et si je vais tout en bas, j'ai l'élément blanc qui apparaît. Et il m'indique qu'en effet, j'ai 801 valeurs qui sont vides. Pas de souci par rapport à ça. Et si je veux voir toutes les valeurs vides, je clique dessus. Et maintenant, si jamais je me dis, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est vraiment vide? Dans ce cadre-là, j'ai la possibilité d'éditer par exemple une cellule et de mettre un élément, par exemple nul. Et je peux l'appliquer à toutes les cellules identiques. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, toutes les cellules qui sont considérées comme vides auront marqué nul. Voilà. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Et j'ai bien Hebrew qui reste là, mais nul, 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 Tajik, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qui est assez intéressant. Après, parmi les autres éléments que l'on peut voir, et qui sont aussi quelquefois un peu embêtants quand tu utilises un tableur, c'est que là, j'ai beaucoup de colonnes, et dans ces colonnes, j'en ai beaucoup qui ne me servent à rien. Par exemple, les langues parlées 2, langues parlées 3, etc., etc. Et quand on a à faire cela sous un tableur, on prend chacune des colonnes, on les évacue au fur et à mesure, c'est pas top. Dans ce cadre-là, je vais toujours évacuer ça, au niveau de toutes, j'ai la possibilité d'éditer les colonnes, et notamment de les retrier et de les supprimer. Alors ça signifie que par exemple, je me dis l'ID ne me sert pas à grand chose. En effet, j'ai déjà un ID sous OpenRefine. L'identité, ça me sert, la date de naissance, ça me sert, le courriel, ok, le sexe, oui, le téléphone, c'est pas demandé, la ville de naissance, c'est pas demandé, le pays de naissance, c'est pas demandé, est-ce qu'elle est mariée? Bon, je vais garder ça, on sait jamais. Les études, ça ne me sert pas à grand chose, le métier, c'est pas demandé, la langue parlée 2, la langue parlée 3, c'est pas demandé, est-ce qu'elle aime la musique, est-ce qu'elle aime le cinéma? Allez, j'évacue tout ce dont je n'ai pas besoin. Le salaire, c'est nécessaire, l'animal, donc c'est l'âge de l'animal et c'est le pays de naissance. Et par rapport à ça, je peux aussi me dire, mais il faudrait peut-être que je classe mes colonnes dans un autre ordre que celui dans lequel c'est fait. Un ordre un peu plus logique, où je me dis, ok, j'ai l'identité de la personne, je voudrais avoir en effet, on imagine son année de naissance, son courriel, son sexe, son genre, mais aussi son pays de naissance, que je vais mettre ici, et puis le nombre d'enfants qu'elle a. Comme ça, ça me permet aussi de classer par rapport aux questions qui me sont posées, l'ordre dans lequel je souhaite avoir ça. Et ça signifie que là, je vais faire 2 traitements en même temps. D'un côté, il va me supprimer les colonnes qui ne sont pas nécessaires, et d'un autre côté, il va me classer les éléments. Et si je fais OK, aussitôt, c'est fait. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'il m'a réalisé ce traitement de façon assez rapide. Et quel que soit le nombre de lignes, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, c'est ça qu'il faut voir par rapport à ces différents points. Ensuite, quand on tombe sur du nettoyage de données, donc quand on commence en effet à explorer les données, on se rend compte que là, le souci, c'est j'ai une identité. Mais l'identité, c'est j'ai Milo Bravery. Donc on imagine, j'ai le prénom et le nom. Voilà. Et moi, je voudrais avoir, par exemple, le prénom et le nom. Voilà, mais dans 2 colonnes séparées. Comme ça, je pourrais identifier notamment est-ce qu'il y a des familles qui existent. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci. On a plusieurs possibilités. Je peux aller au niveau d'identité. Je peux aller au niveau de éditer la colonne et je peux diviser en plusieurs colonnes. Et quand je clique dessus, il me demande quel est l'élément séparateur. Je vais lui dire, écoute, c'est l'espace qu'il y a entre le prénom et le nom. Et je fais OK. Et aussitôt, patatras, j'ai identité 1 et identité 2. Voilà. Tous les éléments que je fais, toutes les modifications qui sont faites, parce que quelquefois je peux me tromper, et je me dis, mais il est où le CTRL-Z? Enfin, on peut faire CTRL-Z, mais ça ne fonctionnera pas. C'est en fait dans défaire, refaire. C'est là où vous avez décrit, en fait, toutes les manipulations qui sont réalisées. Et ces manipulations, si on veut voir à quoi cela correspond, je les extrais, et en fait, on voit que c'est une liste issue d'un dictionnaire avec des clés et des valeurs. Et ça signifie que cet élément-là, par exemple, on peut imaginer que, donc là je travaille sur mon poste, alors OpenRefine peut être installé sur un serveur, mais par rapport à ça, j'ai d'autres collègues, peut-être qui ont aussi OpenRefine. Et s'ils veulent avoir exactement le même jeu de données que moi ou les mêmes manipulations, j'ai juste à faire un copier-coller de cela, le leur donner, et eux pourront l'intégrer au niveau d'OpenRefine, et automatiquement, tout sera fait, de façon bête et méchante. Comme autre élément que j'avais indiqué, alors je regarde en même temps ma liste et puis l'heure, parce que je crois que je suis un peu bavard par rapport à cet élément-là. Il peut y avoir aussi donc différents éléments, donc différentes transformations qui sont faites, notamment au niveau de l'année de naissance. Voilà, là actuellement c'est du texte, mais l'objectif c'est de se dire c'est plutôt un élément chronologique. Et peut-être que par rapport à ça, sur les années, il y a peut-être des données qui vont aussi être aberrantes. Dans ce cadre-là, pas de souci. Je vais dans année de naissance, éditer les cellules. J'ai transformé et transformation courante. Transformation courante, c'est ce qui m'évite, parce qu'on verra qu'on peut faire un peu de ce qu'on appelle no-code, low-code avec, le cas échéant, d'aller au niveau de nom, de date, excusez-moi, et de dire je souhaite que toutes les données de cette cellule soient transformées en date. Et aussitôt, elles sont transformées en date. Ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant, au niveau de la facette, je ne vais pas demander une facette textuelle comme tout à l'heure. Vous vous rappelez, la facette textuelle, c'était je vais au niveau du sexe, je demande la facette textuelle, pardon, je vais mettre dans facette, hop là. Et donc, j'ai bien ces différents éléments. Maintenant, on imagine, par rapport au public féminin, je souhaite avoir des informations sur les années de naissance, et là, j'ai facette chronologique. Et aussitôt, vous avez une représentation graphique cette fois-ci, avec le fait que ça commence en 1930, ça se termine en 2021. Bon, je me dis, envoyer un mail à une mère de famille qui est née en 2021, ça va peut-être être compliqué quand même par certains aspects. A priori, surtout si elle doit déjà avoir 2 enfants, là, ça ne va pas marcher. Donc je me dis, a priori, allez, on va se dire, on prend plutôt les personnes qui sont nées à partir des années 2000. On va dire aussi qu'on prend les personnes qui sont nées à partir des années, par exemple, 80. Et donc, de ce fait, voilà, il ne me met que les personnes qui répondent à ces différents points. Et donc, ça signifie que quelle que soit la facette que l'on a, on peut tout à fait identifier des nombres et par rapport à ça, avoir d'autres représentations que de simples représentations qui sont sous forme, textuelle. Par rapport à ça, bien évidemment, au niveau de la FIP, au niveau de l'atelier, on aime bien coder, donc c'est bien les beaux trucs, mais là on clique sur des trucs, on fait des choses, mais on pourrait se dire, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, derrière, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, par exemple, on imagine une peau de banane qui peut apparaître, c'est les salaires. Les salaires, vous voyez qu'il y a le signe euro qui est devant. Ça signifie que j'ai un signe alphabétique et des nombres. Voilà. Ça veut dire que si je veux faire des moyennes des salaires, il faut que j'évacue le signe euro. Pas top. Dans ce cadre-là, si je vais dans salaire, que je vais dans éditer la cellule et que je vais dans transformer cette fois-ci. Transformation courante, en fait, ça vous applique automatiquement l'équivalent d'un script. Maintenant, si je vais dans transformer, je tombe sur un petit élément où on se dit « Ah, c'est amusant, j'ai déjà en haut plusieurs langues qui apparaissent. » Alors, c'est quoi des langues? Alors, langue comprenez par langage. Si on clique dessus, on peut programmer en Python-Gython, le meilleur langage au monde, ou en Clojure. Bon, ça, je ne connais pas. Et on a aussi ce qu'on appelle le GREL. Le GREL, en fait, c'est le langage développé pour OpenRefine et par OpenRefine, tout simplement.
Et dans ce cadre-là, en fait, ce langage est basé sur un élément tout simple. Alors, il y a des expressions conditionnelles, il y a des expressions itératives, vous avez exactement les mêmes choses qu'un langage classique, et vous avez l'élément value qui apparaît. En fait, value, factuellement, c'est la valeur qui est dans la cellule. Et par rapport à cette valeur, donc on va la considérer comme un objet, on va pouvoir lui appliquer des méthodes. Et par exemple, si je mets point replace, donc je veux remplacer quelque chose, et que je dis je veux remplacer le signe euro par exemple, rien, hops, aussitôt, j'ai bien ici la valeur initiale, donc celle qui apparaît, et ici, j'ai la valeur, mais qui a été transformée. Voilà. Et dans ce cadre-là, si je clique sur OK, j'ai bien ici les éléments qui apparaissent, et je me dis, bah, c'est génial. Maintenant, je vais pouvoir les convertir en nombres pour pouvoir en faire, hop là, donc transformation courante, pour pouvoir en faire des calculs, et notamment identifier au niveau des, du salaire, combien de personnes gagnent plus de coûts. Je le fais, et là, évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est un espace devant. Alors, j'ai mis un espace? Ouais. Alors ça, ah, pardon, c'est moi qui ai fait, excusez-moi. Salaire, cellule, transformer, historique, hop là, je vais faire réutiliser. Ah oui, mais là, il ne va pas trouver le... Alors, attendez, il faut que je... Alors, il y a aussi autre chose. Et c'est là où il faut penser en anglo-saxon. Et voilà. Dans les éléments qui sont embêtants, vous avez évidemment cet aspect qui consiste à dire que il faut que je fasse un replace de la virgule par un point. Et oui. Et comme ça, alors je ne sais pas si l'espace va être gênant ou pas. Hop là, si je fais éditer les cellules, transformation courante, je mets ça en nombre, ah bah non, il me les a mis en nombre. Alors la différence, ce que l'on voit, c'est que les nombres, comme les valeurs chronologiques, sont en vert et sont formatés sur la droite, là où les autres éléments sont formatés sur la gauche. Et dans ce cadre-là, je peux tout à fait, donc je vais enlever mes années, je vais enlever mes salaires, hop là, je peux tout à fait, par rapport à ça, avoir une facette, indiquer que je veux une facette numérique, cette fois-ci. J'ai bien ma facette numérique. Le salaire le plus bas commence à 11, le plus élevé va jusqu'à 50 000. Et si je veux prendre à partir de 20 000, j'ai ces éléments-là. Voilà. Et donc, si j'applique les filtres par rapport au fait que c'est une femme qui a 2 enfants, etc., il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le seul souci que j'aurai... Ah, c'est non numérique, c'est que par défaut, c'est coché, tout simplement. Mais il n'y a pas d'élément non numérique là. Je ne crois pas qu'il y ait de valeur vide ou autre. Alors, il n'y a pas de blanc, en tout cas. Il n'y a pas de blanc, mais a priori, alors faudrait que, vous voulez qu'on regarde les... bah non, il n'y a que 73 lignes, pardon. Bah non, c'est bon, j'ai que des valeurs numériques. Okay. C'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il reste... C'est parce que tu n'affiches pas les non numériques. Ah, pardon. Alors, attendez, pardon. Ah, c'est que j'ai eu un souci, excusez-moi. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'il m'a conservé des euros? C'est peut-être parce qu'il y a eu d'abord les messages sur email. Oui. En effet, c'est moi, j'aurais dû enlever mes filtres, voilà, pour que ça ne soit appliqué que sur les données qui étaient filtrées. Voilà. En effet, c'est ça le principe. Alors après, juste pour terminer sur cela, à titre indicatif, nous ne pourrons pas donner la bonne réponse à notre service commercial. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Elon Common? Et est-ce que 42 ans, c'est âgé ou pas âgé? Et quand on a un Cook's Heartbeast qui a 68 ans, c'est bon ou c'est pas bon? Ah. Donc c'est-à-dire que là, on arrive à la limite d'OpenRefine et du data miner, et donc de l'humain. C'est-à-dire que quand vous avez un service commercial qui vous donne des données que vous ne comprenez mais ni d'Ève ni d'Adam, c'est quoi un Zoria? Alors, à titre indicatif, j'ai vraiment fait, voilà, c'est par rapport à un site qui permet de... tous ces animaux, ils existent. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, les âges sont liés au hasard. Donc voilà, donc finalement, on dira à notre pauvre service commercial que sa base de données, elle est bien jusqu'au niveau de l'animal où on ne peut pas lui donner de réponse. Voilà, donc on va frustrer quelqu'un en tant que data miner. Donc voilà, donc je termine sur cette frustration concernant cette démonstration. Et c'est bon. Et ça a duré plus de 15 minutes. Ouais.
Ah oui. Bah non. Ah, tout à fait. Non, non, c'est vraiment un outil qui est assez impressionnant quand on a rapidement à analyser un jeu de données et qu'on veut savoir notamment est-ce que par rapport à des filtres qui sont demandés, on peut les trouver, donc par rapport à des indicateurs, ça c'est la première chose. Et puis l'autre élément qui apparaît, c'est est-ce que les données toutes sont exploitables? Voilà, c'est vraiment ça. Donc ce n'est pas pour moi un outil comment dire, final, celui qu'on utilise à la fin. C'est plutôt un premier outil qui permet de donner par rapport à un client un premier avis pour lui dire ok, le jeu de données, je peux m'en servir. Et après, on pourra utiliser Excel ou un autre outil, quel qu'il soit. Voilà. Mais en tout cas, assez rapidement, on peut savoir si les données en elles-mêmes sont complètes, intègres ou pas. Est-ce qu'il arrive à traiter les gros jeux de données, les genres de données qui essaient de... Alors, par rapport à ça, le plus gros jeu de données que j'ai mis dessus, alors il contenait à peu près 600 000 lignes et il devait avoir une quarantaine de colonnes. Okay. Voilà. Mais on peut aussi charger sous Excel, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, j'ai jamais eu de jeu. En fait, j'ai pas eu de jeu de données au plus gros, donc je sais pas. Et avec 600 000 lignes, t'avais pas eu de latence Ah non, ça s'est fait comme pour les 400 000 lignes, ça s'est fait, mais vraiment. En fait, le seul truc que j'ai eu, c'est plutôt mon ordinateur qui a dit stop, j'en peux plus. Voilà, c'est plus ça, où il m'a dit bah, désolé, mais là la mémoire, elle commence à flancher, mais après ça m'a tout chargé. Voilà. C'est intéressant. Et une fois que les données sont chargées, après les traitements sont hyper rapides. Voilà. Il y a une très bonne documentation aussi qui est faite dessus, parce que le grêle, donc c'est vraiment le langage qui est fait dessus. Donc notamment, quand on est développeur, voilà, on aime bien tripatouiller des choses. Donc en fait, on fait des méthodes sur des méthodes sur des méthodes sur des méthodes. Et aussi, ce qui est très intéressant par rapport à cet outil, par rapport à des modifications que j'ai pu faire, c'est qu'il enregistre. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on va dans l'historique, ici, vous avez tous les éléments qui ont été utilisés, quels que soient les jeux de données que vous avez faits. Voilà. Donc si sur un jeu de données, vous avez fait une super expression ou une super instruction et que vous dites « mince, c'était quoi déjà ?» Voilà. En fait, alors si vous en avez 400 000 historiques, là ça va être assez long, mais si vous vous rappelez à peu près de la façon dont c'était fait, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. Et puis l'autre élément qui apparaît, donc vous avez l'historique, vous avez l'étoile, par exemple, je ne sais pas, il y a celui-ci, vous dites « ah, celui-ci, je me suis vraiment cassé la tête pour le trouver », je mets une étoile. Et dans ce cadre-là, quand je vais dans les étoilés, ici, je peux réexploiter ceux sur lesquels vraiment je me suis creusé les ménages. Donc il y a pas mal d'aides ou de petits trucs comme ça qui sont proposés, qui sont tout bêtes, mais qui sont hyper pratiques. Ça peut être intéressant pour plein de choses, même pour anonymiser un jeu de données. Ah oui. Des trucs avec Excel qui prennent un peu de temps. Ah là, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Et puis après, l'autre élément, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut exporter les données donc, dans différents formats. Donc ce ne sont que les données qui auront été traitées. Et comme ça, en effet, quand un service client a besoin juste d'avoir, je sais pas, les 4 ou 5 adresses mail, voilà, on ne va pas lui fournir tout le fichier en mettant en gras ou autre les éléments. Là, on exporte cela. Voilà, tout simplement. Il y a une petite question en ligne sur est-ce qu'il y a des prérequis d'installation à cet outil? Aucun. En fait, quand on va sur le site, on a 2 modes d'installation, OpenRefine sans la machine virtuelle Java et OpenRefine avec la machine virtuelle Java. Le plus simple, c'est de prendre avec la machine virtuelle Java. Et puis, dans ce cadre-là, voilà, ça se met tel quel. Ça fonctionne avec n'importe quel navigateur, au sens où que ce soit donc Safari, Chrome, Firefox et puis Edge, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, et puis si, alors cerise sur le gâteau. Si, c'est ça, j'avais mis à la fin et comme j'ai vu le temps passer, je me suis dit, un élément qui est aussi très embêtant certaines fois, c'est que dans votre jeu de données, vous pouvez avoir par exemple plusieurs orthographes, voire même des personnes qui font des fautes de frappe. Voilà, donc on imagine, là j'ai modifié en direct, excusez-moi, excusez-moi, je vais réussir. Je ne réussis pas à faire mes fautes de frappe. Voilà. Bon, je fais juste 2 éléments tels quels, voilà, où j'ai mis un F majuscule. Alors, il est sûr qu'OpenRefine, lui, se base stricto sensu sur et là, je vais mettre CNUD. Voilà. OK. Donc, lui, OpenRefine, c'est des recherches morphologiques qu'il fait. Donc, par rapport à ça, en effet,
Si je lui demande au niveau des pays de me faire une facette textuelle, bon, en effet, il va mettre Belgique, Canada, mais il va mettre Canada, France minuscule, France majuscule. Ce qui peut être assez embêtant. Ça peut aussi être vrai pour des noms de famille, où quelquefois on met les noms de famille en majuscule, en minuscule, on s'est trompé, on a oublié un A, etc., etc. Par rapport à ça, quelque chose qui est assez impressionnant, alors attendez que je ne me trompe pas de cellule, c'est ici. J'ai la possibilité, attendez que je retrouve, attendez, ça y est, je recherche le gérer, éditer les cellules, voilà, grouper et gérer. Alors en fait, OpenRefine a un système qui va lui permettre d'identifier est-ce qu'il y a des ressemblances entre certains éléments. Et est-ce que ces ressemblances sont des ressemblances qu'il faut prendre en compte ou est-ce qu'au contraire il faut les fusionner. Et si je fais ça, il me dit par exemple que lui, donc par rapport à, alors il a plusieurs méthodes, par rapport à la méthode collision des clés, au niveau de ce qu'on appelle l'empreinte, donc l'empreinte c'est juste chaque caractère est converti en nombre et par rapport à ça il essaie de voir si les nombres associés peuvent être faits. Il me dit tiens, moi j'ai deux trucs là, j'ai France et France, est-ce que tu veux que je les fusionne? Je lui dis oui, ok. Et donc dans ce cadre-là, alors attendez, je vais fusionner et fermer. Et donc il m'a bien fusionné France et France. Mais je n'ai pas que cette méthode. Alors après avec Canada, j'espère que ça va aussi marcher. Quand je vais dans éditer, éditer les cellules, grouper. Alors j'ai d'autres méthodes, alors je ne saurais pas les expliquer, hein, bien évidemment, mais j'ai les voisins les plus proches. J'ai différentes méthodes qui me sont proposées. Et là, en fait, le rayon, c'est la proximité par rapport à des mots. Et les blocs de caractères, alors attendez, si je mets 2, voilà. Je lui dis, dans un rayon de 2, donc tu prends ce mot, dans un rayon qui est proche, est-ce qu'au niveau des blocs de caractères, il y a des éléments qui sont semblables, donc au niveau de 2 caractères. Et il me dit, bah oui, là j'ai C-A-N-A-D-A, ok, et là j'ai C-N, donc là en effet j'ai des caractères qui sont semblables avec une différence de 1. Voilà. Et dans ce cadre-là, je peux dire, bon bah ok, en effet, par rapport à ça, là il y a une faute de frappe, alors je pourrais en avoir d'autres, et je lui dis exactement la même chose. Et là en effet, automatiquement la facette se met à jour par rapport à ces corrections. Voilà. Et donc, en effet, quand quelquefois on n'est pas sûr des données et qu'on veut avoir une vérification un peu plus fine et éviter, évidemment, de faire des erreurs d'analyse, voilà, ça, c'est une des fonctionnalités qui est quand même assez séductrice. Donc, voilà. Alors, désolé, c'est en Java. Hein. Voilà, mais je crois qu'on le reconnaît à l'interface. Ce qu'il a fait, c'est le lancement du serveur. Voilà, c'est ça. Non, même pas. Le serveur, sincèrement, c'est OpenRefine, ça se lance voilà, en 2 coups de cuir à peau. Hein. Là, c'est assez rapide. Donc voilà. Donc s'il y a des allergiques d'Excel parmi vous, ou de tableurs en tout cas, je vous conseille OpenRefine. Convaincu?